Merci de nous rester fidèles et continuer à participer à cette émission en réagissant tout simplement sur nos canaux habituels aux sujets qui font objet de débat ce matin ici. Mohamed Ali, on en vient à ce sujet continental, sous-régional. C'est bien sûr le retrait du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Peut-on dire que c'était prévisible de toutes les façons? Est-ce qu'ils étaient dedans? Parce que depuis longtemps, ils avaient été suspendus. Et certaines, par moments, ont même refusé des contacts avec la CEDEAO. Souvenez-vous que des missions ont été annoncées du côté du Niger pour négocier et que finalement, ça n'a pas eu lieu. Chacun donnant l'explication tout en responsabilisant l'autre camp. Les grandes gueules. Le pouvoir du Niger avait dit à l'époque, nous, on leur a donné l'autorisation, donc les quitus sur les passeports, etc. On leur a accordé le visa, tout le monde pouvait venir. Sauf qu'ils ne sont pas tous venus, ils sont venus à moitié, donc la rencontre n'a pas eu lieu. La CEDEAO a effectivement donné des explications comme quoi c'était pas officiellement, ce que je dis là c'est pas officiel, ce qu'ils disaient que pour eux ils étaient un peu gênés de finalement venir négocier de la durée de la transition avec le pouvoir du Niger alors qu'ils n'étaient pas d'accord avec, ils avaient même... Ils ne voulaient pas le reconnaître. Voilà, ils ne voulaient pas le reconnaître en fait, ils ne veulent pas, c'est pas bien qu'ils se... Donc ça s'était divisé en deux équipes et effectivement une première était venue attendant la deuxième qui n'est finalement pas venue parce que la CEDEAO ne voulait pas admettre qu'elle avait perdu la face dans le cas du Niger. Voilà trois pays qui finalement ont décidé de se mettre ensemble, trois pays qui ont décidé de lier leur destin comme l'ont-ils dit, ont fait leurs prédécesseurs au début des indépendances dans ces pays-là. Souvenez-vous que le Niger, le Burkina, la Haute-Volta donc à l'époque, le Niger et puis le Mali, c'est chacun a son histoire, les grandes gueules, sa propre révolution, etc. Donc ils ont estimé qu'ils sont confrontés à la même situation à peu près. Ce sont des dirigeants qui sont arrivés via un coup d'État. Ce sont des pays qui sont confrontés au terrorisme dans le Sahel. Ce sont des pays qui aujourd'hui sont très proches de la Russie, il faut le reconnaître. Ce sont des pays qui sont sanctionnés aujourd'hui par la CEDEAO. Ce sont des pays qui se font menacer tous les jours par la CEDEAO, etc., etc. Ce sont des pays qui... La CEDEAO, la France. Voilà, la France, etc. Ce sont des pays qui aujourd'hui subissent des pressions pour que les responsables quittent effectivement le pouvoir pour qu'il y ait une transition rapide, qui des civils puissent reprendre le pouvoir, chose dans laquelle ils ne sont pas du tout prêts parce qu'ils estiment que leur pays n'est pas prêt pour cela. Alors, moi, j'analyse cette déclaration de ces trois pays comme un cri de cœur parce que véritablement, pour moi, les conséquences d'un retrait immédiat d'un pays, d'une organisation comme la CEDEAO, c'est surtout pas pour les politiques, mais la conséquence c'est sur les populations parce que si on va dans l'interprétation pure et dure, ça voudrait dire quoi? Que désormais, tous les citoyens du Niger, du Mali et du Burkina se trouvant dans un pays membre de la CEDEAO doivent dorénavant bénéficier d'un visa pour y rester. Et si vous connaissez le nombre d'habitants, le nombre de Maliens résidant en Côte d'Ivoire, dans les pays voisins, mais surtout en Côte d'Ivoire, on va prendre ça comme ça, pays voisins tout près, le nombre de Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire, vous vous rendrez compte que c'est une démence, c'est tout simplement pas possible. Et les populations ne peuvent même pas le comprendre. Mais je comprends donc dans le sens où quand vous avez une épouse à la maison et que finalement votre épouse est attaquée par une maladie, vous voyez, qui l'empêche d'honorer ses devoirs, ses obligations conjugales par exemple, elle s'approche plus, vous ne pouvez plus vous approcher d'elle parce qu'elle est malade, hein, ça existe, elle ne peut plus vous faire la cuisine, elle ne peut plus... Au lieu de trouver une solution, vous la répugnez. Elle est à la maison, mais vous dites tu vas rester tout seul comme un tuberculeux. Moi, je ne vais plus m'approcher de toi. Je te donne plus la dépense. Tu peux plus rien faire en fait. Et tant que tu es avec cette maladie, tu te débrouilles tout seul. Il dit d'accord, je vais continuer à me débrouiller. Mais à chaque fois, tu viens lui mettre la pression, dire t'es pas encore guéri parce que moi j'ai besoin que tu me fasses à manger. T'es pas encore guéri, donc tu le rappelles. Finalement, qu'elle guérisse ou pas, elle te dit
dit, je ne veux plus de ce mariage. C'est qui l'épouse. Donc, du coup, c'est ce qui arrive, à mon avis, entre ces trois pays et la CEDEAO. L'épouse, ce sont ces trois pays-là. Ces trois pays ont estimé que durant longtemps, ils ont été confrontés à une guerre sur leur sol. Les présidents qui ont été élus n'ont pas été capables de pouvoir trouver une solution. Et que cela a motivé leur action, c'est-à-dire prendre le pouvoir par les armes. Et que depuis qu'ils ont pris le pouvoir par les armes, la préoccupation première d'une organisation, c'est de les accompagner dans leur lutte contre le terrorisme. Et surtout, et ils se rendent compte que finalement, non seulement on ne les a pas accompagnés, c'est d'ailleurs leur argument, non seulement on ne les a pas accompagnés dans cette guerre, mais en plus, on les a privés à travers des embargos, des sanctions. Vous ne pouvez plus... Et tout le temps, ils font face, ils font face à des menaces. Des sanctions inhumaines, comme vous l'avez dit, sur les dirigeants, mais aussi sur la population. Finalement, qu'ils restent ou pas au sein de la CEDEAO, on se rend compte que ça ne sert plus à rien. Deuxième niveau, c'est qu'aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs mois qu'eux, ils sont en action entre trois, même si on sait qu'aujourd'hui, ils sont plus proches de la Russie. Donc, ils font des actions communes. Souvenez-vous que le Mali avait menacé d'envoyer des soldats pour défendre le Niger au cas où la CEDEAO amenait des armées. Y compris le Burkina. Et le Burkina, exactement. Donc, ils ont des actions communes depuis des mois, sans la CEDEAO. Et du coup, ils ont besoin de parler avec la CEDEAO aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Mais ils ne veulent pas venir au niveau de la CEDEAO comme étant des perdants, des gens qui regrettent. Ils veulent obliger la CEDEAO à une action. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent tout simplement, je me retire, en fait. Nous nous retirons. Bah, si ça vous est égal qu'on se retire, sans problème. Mais ils savent que ce n'est pas possible. Donc, la CEDEAO va pouvoir engager des actions, ce qui est en train d'être fait. Donc, pour moi, ce n'est pas un appel au meurtre. Pour moi, c'est un appel. Vous pensez que ce n'est pas un retrait définitif? On veut attirer l'attention. Moi, je pense que c'est un appel au secours. Ce sont ces trois pays qui ont besoin aujourd'hui de leurs voisins. Ces trois pays qui ont besoin aujourd'hui d'assistance. Ces trois pays qui traversent énormément de difficultés. Parce qu'il ne faut pas voir le jargon qu'ils utilisent à la télévision. Il ne faut pas voir les jours qui passent et croire que tout passe bien dans ce pays-là. Ben, ils font face à une restriction extraordinaire. Aujourd'hui, c'est des problèmes chez les habitants. Quand vous partez à Bamako, quand vous partez au Niger, le problème d'électricité, ben, ça se pose. Le problème de nourriture, ça se pose. Le problème sécuritaire, c'est pas tout à fait résolu. Les citoyens sont confrontés à d'énormes difficultés. Donc aujourd'hui, ils ont des besoins. Ils appellent au secours. Donc c'est un appel au SES, c'est un appel au secours et non pas un appel au meurtre. Et non pas un appel à tuer la CEDEAO, tout simplement. Même si de l'autre côté, on peut parler aussi de la CEDEAO. Hein, parce que on reviendra sur la CEDEAO. Mais attendez, il faut quand même dire qu'ils l'ont annoncé. Ils ont d'abord annoncé la création de l'AES. Ils y sont allés. Et ça a donné quoi comme conséquence? La disparition du G5 Sahel. Ils ont décidé d'aller, donc de se retirer finalement de la CEDEAO. Ils gardent l'AES à 3. La conséquence immédiate qui pourrait venir, c'est que la CEDEAO perd désormais 4 pays. C'est-à-dire si vous ajoutez la Mauritanie. Est-ce que finalement, on peut admettre que la CEDEAO est aussi en difficulté avec ce retrait? Bien sûr, la CEDEAO est en difficulté. La CEDEAO, après 49 ans, est en train de mourir de sa belle mort. Et ça, déjà, c'était prévisible parce que tous les observateurs aguerris ont eu cette analyse-là en amont pour dire que si la CEDEAO, cette organisation, ne se reforme pas, on ne vient pas à une forme de refondation de la CEDEAO pour qu'elle puisse s'adapter aux réalités d'aujourd'hui là et que le mode de gouvernance interne de la CEDEAO puisse changer, ça nous amène à des problèmes de gouvernance interne qu'on est en train de connaître aujourd'hui, à des désaccords des politiques régionales tels qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Je pense que ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ce n'est que la conséquence des différents actes posés par cette organisation sous-régionale. Vous savez très bien qu'à un moment donné, et même les peuples des différents pays africains sont venus à dire que ce ne sont que les syndicats des chefs d'État africains qui se retrouvaient là-bas, des populations qui étaient en difficulté et des chefs d'État de ces populations qui soutenaient des troisièmes mandats qui se retrouvaient au sein même de ces organisations-là, qui venaient valider des élections pour ces gens-là, entre autres. Et finalement, les populations souffraient et cette organisation n'avait aucun pouvoir
pour contraindre les différents chefs d'État à l'interne parce qu'eux-mêmes, ils s'apprêtaient à faire la même chose chez eux. Donc, déjà, au regard de ça, ils perdent toute crédibilité par rapport à cette organisation-là. Mais au-delà de ça, quand les différents pays, le Mali, le Burkina, le Niger, évoquent le fait que pour des problèmes sécuritaires, la CEDEAO n'a rien apporté. Mais ce n'est pas faux. On est venu dire qu'il faut mettre en place... Mais ce n'est pas aussi tout à fait vrai. Il faut mettre en place... Ce n'est pas aussi tout à fait vrai parce que pour ce qui est du Mali, même si la CEDEAO n'a pas agi sous la coupole de l'organisation qu'elle est, les pays de la CEDEAO ont quand même participé à la guerre. Je pense à la Guinée, je pense au Sénégal, la Côte d'Ivoire. Tous ces pays-là étaient là pour lutter contre le terrorisme. Qu'en est-il de cette force en attente qu'on devait mettre en place là? La CEDEAO devait disposer d'une certaine force et organiser un certain nombre de choses pour venir lutter et aider à ce que la sécurité qu'on puisse lutter contre le terrorisme dans ces différents pays-là. Mais ça n'a pas été le cas. Ces différents pays qui sont venus en soutien. Un exemple concret. Quand la CEDEAO a décidé de sanctionner le Mali, la Guinée a ouvert ses frontières pour le Mali. La Guinée a ouvert son port pour le Mali. La Guinée est venue en soutien au Mali. Donc c'est pour dire que la CEDEAO existait ou pas, par rapport à ces questions de terrorisme-là, la Guinée aurait amené des forces de défense à ce niveau-là pour sécuriser. Donc, encore une fois, la CEDEAO a manqué de coordination par rapport à ça. Ils ont manqué de responsabilité vis-à-vis de ce fait-là. L'autre élément également qui peut hériter, et ça c'est une réalité, on ne peut pas ne pas le dire, le signaler et le voir. La CEDEAO ne se bouge en général que quand la France prend une décision contre un pays, on voit la célérité avec laquelle la CEDEAO se bouge pour faire des actions. Donc quand on regarde tout ça aujourd'hui et qu'on sait que ces différents pays, le Mali, le Burkina et le Niger, ils ne sont pas en train de... La montée anti-française. Oui, justement. Les promoteurs trouvent une fâcheuse excuse pour imposer d'autres doctrines, d'autres idéologies. Mais qu'en est-il, Jacques, de la gestion des contraintes à l'interne de ces pays-là? Ce n'est pas Goïta qui va me dire que Mali tout va bien. Ce n'est pas Tiani au Niger qui me dira que tout va bien. Aujourd'hui, ils se sont retirés. La CEDEAO, on a entendu le responsable de la commission de la CEDEAO qui dit que jusqu'à preuve contraire, pour eux, pour le moment, ces pays-là font partie de la communauté. Ça, c'est un fait. Ils n'ont pas été saisis. Ce n'est plus d'actualité. Ils n'ont pas été saisis. Attention. Non, puisque Mohamed Ali parle de cris de cœur. Il parle de cris de cœur. Depuis hier, je veux t'informer, M. Sakour, depuis hier, le ministre de la Coopération du Mali a adressé une lettre formelle pour notifier à la CEDEAO que désormais, le Mali ne fait plus partie de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO évoquait le fait que, oui, ils n'ont pas été notifiés à cet effet par ces différents pays-là. Et ça a commencé depuis hier. Et le Mali en a fait. Et dès le moment où le Mali a fait ça, pour moi, alors parlons des questions existentielles. Parce qu'on parle là de prendre son destin en main en se retirant de l'organisation. Il faut parler des questions existentielles. Aujourd'hui, puisqu'ils se retirent de la CEDEAO, comment ça va être maintenant la nature des relations de ces trois pays-là aux autres pays qui sont encore dans la communauté? Comment ça va se passer? La Mauritanie l'a déjà fait. Et puis, oui, mais la Mauritanie jusqu'à présent réclame, il y a des négociations en sourdine, voudrait revenir. Donc, pour le moment, moi je pense que c'est un mauvais calcul. Mais la Mauritanie n'est pas morte. Elle est restée vivante. Mais de toute façon... Après tout, l'Angleterre, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne. Ils sont pas morts. Mais il ne faut pas comparer. Je compare pas. Il faut prendre le niveau de vie de ces pays-là par rapport au reste. Moi, mon problème, quand je parle de problème existentiel, quand je parle de problème existentiel... Les questions existentielles n'étaient pas mieux avant. Donc, je crois que ça, c'est ça la vérité. Mais qu'est-ce qui va changer alors? Qu'est-ce qui va changer? Le problème, c'est la question de la monnaie. Parce que vous vous retirez de la CEDEAO, mais vous continuez quand même à utiliser la monnaie de la CEDEAO. Mais justement, ça reste une question existentielle. C'est la monnaie de la CEDEAO. Ce n'est pas la monnaie de la CEDEAO. C'est la monnaie de l'UMOA, qui est à l'intérieur de la CEDEAO. Non, pas du tout. Attention, il y a des pays, la CEDEAO, non, ce n'est pas la même chose. Attention. J'ai dit l'UMOA est à l'intérieur de la CEDEAO. On peut le dire, mais ça n'a pas de rapport, en fait. La monnaie, le franc CFA, ce n'est pas la monnaie de la CEDEAO. Parce que quand tu parles de la monnaie de la CEDEAO, je ne dis pas que c'est dire que c'est la monnaie qui est
admise, la monnaie Non, c'est d'échange pas la CEDEAO qui gère cette monnaie-là. Exactement. Mais j'ai dit que la question au départ, lorsque ça a été calqué, c'était pour la région. Non, la question Donc monétaire, les pays qui ont accepté d'y aller, ils sont allés. Exactement. Mais donc les pays qui n'ont pas accepté, comme le Nigeria, le Ghana et la Guinée, ont gardé leur monnaie. En fait, le problème de monnaie, avec lui et moi, je pense que ceux qui utilisent le franc CFA ont tenté déjà de trouver un accord là-dessus. Souvenez-vous que la banque qui n'existait pas. C'est à cause c'est grâce à ça d'ailleurs qu'ils ont réussi dans un premier temps à mettre la pression sur le Mali, parce qu'on avait bloqué les comptes de l'État malien au niveau de lui et moi. Donc du coup, l'État n'arrivait plus à sortir de l'argent, à sortir de l'argent, etc. Les autres pays sont dans ce sens. Mais la CEDEAO, ça n'a rien à voir avec lui et moi, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont au sein de la CEDEAO qui n'utilisent pas cette monnaie. Y compris la Guinée, comme la Guinée. Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'ils viennent de démarrer. Pour moi, encore une fois, je l'ai dit, c'est un cri de cœur. Mais si on les pousse... Mais tu es quand même d'accord avec moi que lorsqu'on se retire de la CEDEAO, même si pour l'instant ils n'ont pas dit clairement qu'ils se sont retirés de l'UMOA, vous comprendrez que la coopération va être difficile lorsque vous avez une monnaie unique. Ouais. Non, pour moi, je pense que progressivement, le Mali, le Niger et le Burkina, ils vont aller vers une autre monnaie qui n'est pas le franc CFA. Ça, c'est une réalité. Dites-moi, par exemple, la CEDEAO a réussi quoi depuis 1975 ? C'est ça la question. Beaucoup de choses quand même. La CEDEAO finance quand même quelques projets. Vous en connaissez ? De développement. Oui. Effectivement, oui. À Abidjan, même en Guinée, le festival sur le plan culturel. C'est avec la Banque d'investissement. Non, on est sérieux. Le festival sur le plan culturel. Quelle est la valeur de ce festival dans la vie d'une nation ? Vous ne pouvez pas dire que ça n'a servi à rien. C'est pas aussi. Ça a des faiblesses, mais vous ne pouvez pas dire que ça n'a servi à rien. Non, je dis pas ça n'a servi à rien. Je dis permis à ce que Mohamed Ali puisse quitter en Guinée pour aller au Mali sans visa. Ça, c'est quelque chose. S'il te plaît. Oui, Est-ce que sans visa. Attendez. Est-ce que vous savez que dans le cas d'ailleurs c'était mieux avant, parce que dans le cas de la Guinée, est-ce que vous savez qu'il y a un accord entre les deux pays qui permet à Mamadi Doumbouya de diriger la Guinée à partir du Mali lorsque le palais présidentiel est attaqué ici? Depuis autant de Modibo et Sékou Touré. C'est la même chose que quand Goïta est attaqué au Mali, il peut diriger le Mali à partir d'ici. Est-ce qu'on a besoin de la CEDEAO? On a eu besoin de la CEDEAO pour ça? Non, je suis en train de dire que ça, ce sont des pressions, ça, ce sont des choses qui ont, enfin, ça a été la base de la création. Les grandes gueules. Parce qu'il y a des mains et le général Gowon. C'est des poussistes en tout cas qui ont créé la CEDEAO en place. À la base, c'est la vérité. La libre circulation, des personnes et leurs biens. Mais même ça, aujourd'hui, on n'a pas de visa, mais nos commerçants demandent-les à la frontière. Tu as l'impression que tu entres dans un autre pays qui n'est pas de la CEDEAO. On a l'impression que ce n'est pas respecté. Aujourd'hui, il y a des pays de la CEDEAO qui exigent par rapport à d'autres. Avec ma carte d'identité, moi, je peux aller au Mali, je peux aller au Sénégal. Mais en Côte d'Ivoire, on me dit que ce n'est plus possible. Si vous devrez aller, vous devrez avoir un passeport, par exemple. C'est une exigence. Je suis en train de dire que même ça, à peine si c'est le cas. Là, depuis 1999, le pan qu'ils ont inclus, à savoir le maintien de la paix. Ils l'ont fait dans le conflit du côté du Libéria. Avec les Comores. Avec les Comores. Et qu'ils ont tenté de reconduire après, mais on sait, si on lit entre les lignes, ça a causé plus de problèmes. C'était pour une question de leadership. Ça a causé plus de problèmes que ça n'a trouvé. Finalement, ça n'a pas prospéré. Si les étrangers n'étaient pas venus, je vais dire ça comme ça, si l'Occident n'était pas, notamment les Anglais, n'étaient pas venus intervenir dans ce conflit-là, ça aurait été pire. Non, je rappelle. C'est pas le mal. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a la possibilité de rester à l'intérieur de la CEDEAO et d'exiger des changements? Ils l'ont tenté. Que d'en sortir. Ils l'ont tenté, ils l'ont pas fait. En fait, on est en train, encore une fois, de pousser un cri d'SOS. On est en train de dire que cette organisation, ça respecte plus. Plutôt, ça a été dévoyé de ses objectifs aujourd'hui. Que la CEDEAO n'est pas ce qu'elle est censée être depuis. La CEDEAO tente de mettre une monnaie commune depuis les années 2000 en place. La ZMAO, jusqu'à présent, on a un problème. En 2020, ça devrait être concrétisé lorsque le Nigeria a demandé à ce que ça soit reporté plus tard parce que le niveau de développement, je
dis ça comme ça, n'est pas acceptable pour tous les pays membres de cette monnaie-là. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces pays essayent de provoquer une discussion interne au sein de la CEDEAO. Et ils essayent d'attirer l'attention sur cette organisation. Ils n'appellent pas, c'est pourquoi je dis, ils n'appellent pas au meurtre, ils n'appellent pas à la disparition de la CEDEAO. C'est pourquoi je pense que la CEDEAO ne doit pas disparaître. Alors, mais une remise en question profonde. Oui, mais Mohamed Ali, on parle d'un retrait. Il y a quand même un élément. D'un retrait avec effet immédiat. Il y a quand même un pan de son commentaire qui m'interpelle, moi. Parce que les trois pays, c'est plus de 30 millions d'habitants. Et plus de 2 millions. Et puis 2 millions de kilomètres carrés qui commercent avec, donc qui doivent absolument commercer avec les pays voisins. Le Niger et le Nigeria, c'est comme un même pays à cette frontière-là, mais également le Bénin. La même chose entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, le Mali et la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement ce retrait-là, s'il est effectif comme ils le disent, ça va être beaucoup plus compliqué pour trois pays qui n'ont pas de port. Ben oui, ce qu'il ne faut pas mettre de côté, parce que... Qui n'ont pas accès à la mer. Oui, tu parles là de la fixation au niveau des tarifs douanières, ainsi de suite. C'est important, c'est pour ça que je parlais de questions existentielles. Ils se sont retirés avec effet immédiat. Mais à l'interne de ces pays-là, de ces États-là, est-ce qu'ils ont aussi aujourd'hui la capacité de mobilisation des ressources, mais aussi dans le cadre commercial? Est-ce qu'ils ont des capacités aujourd'hui à vouloir commercer, à fixer eux-mêmes les prix, sachant bien qu'ils n'ont pas de port? Est-ce que cette décision-là a été de la volonté des citoyens de ces États à se retirer de la communauté? Ah, ça va être bien compliqué. Eh bien voilà, donc c'est des questions. Comme on l'a dit, la question de la légitimité, c'est depuis la création de la CEDEAO. On vous dit, c'est les putschistes qui ont décidé de créer la CEDEAO. C'est les putschistes qui décident d'en sortir. Parce que lorsqu'ils y entraient, Séné Kountché, Lamizana et puis Moussa Traoré étaient des putschistes lorsqu'ils entraient. Ils n'avaient pas demandé l'avis des Maliens, même si les Maliens étaient d'accord. Ou bien mais là, est-ce qu'il y a eu cette consultation? Je veux dire qu'il n'y en a pas eu avant, il n'y en a pas eu Il ne va pas y en avoir maintenant. Voilà.